Je ne vais pas reprendre le déroulé qui a été présenté par mon collègue. L'idée peut-être c'est de commencer par un premier temps avec Karine pour présenter le FONRO de Lyon. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Karine Blanc, je m'occupe de la solidarité internationale à la direction OEDG de la métropole de Lyon. Donc, je pense que vous êtes nombreux déjà à me connaître et plus généralement à connaître le FONRO de la métropole de Lyon. J'ai vu dans les participants, vous étiez nombreux déjà à avoir sollicité ce FONRO. Donc, je ne vais peut-être pas vous apprendre des choses très nouvelles, mais j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup d'associations, en tout cas qui sont autour de la métropole de Marseille, qui ne nous connaissent peut-être pas. Donc, c'est vrai que cette présentation leur sera peut-être un peu plus destinée. Donc, au niveau du FONRO de la métropole de Lyon, en règle générale, est très impliquée au niveau de la solidarité internationale. C'est un engagement politique fort. Puisque on est engagé sur l'atteinte précédemment des objectifs du millénaire. Aujourd'hui, on appelle cela les ODD, les objectifs du développement durable, et notamment sur cette fameux objectif 6 qui était défini lors du sommet sur le développement durable de 2015 pour garantir l'accès de tous à l'eau, l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau dans le monde d'ici 2030. Pour mettre en place tout ça, on s'assoit sur un cadre juridique qui est la loi Oudin. Je pense que vous êtes nombreux à connaître la loi Oudin qui est sortie en 2005, qui permet aux collectivités telles que la métropole de Lyon, qui ont leur propre budget en eau et en assainissement, de consacrer une partie de leur budget, jusqu'à 1% de leur budget, à des projets dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement. Donc, au niveau de la métropole de Lyon, on a décidé en 2005 d'adopter cette loi et de l'adopter à hauteur de 0,4% de notre budget, donc des recettes en eau et en assainissement, ce qui représente chez nous, au jour d'aujourd'hui, puisque c'est un budget qui est recalculé chaque année en fonction des recettes. Aujourd'hui, c'est un budget de 798 000 €, donc pratiquement 800 000 € par an pour la métropole. Avec ce budget-là, on a choisi de mettre en place deux dispositifs différents. Un premier dispositif que je vais vous développer et qui fait l'objet de cette réunion aujourd'hui, qui est le Fonds de solidarité et de développement durable pour l'eau, qu'on appelle plus communément le FONRO. Et puis un deuxième dispositif dont je parlerai moins aujourd'hui, mais si éventuellement il y a des questions dessus, je pourrais y répondre. C'est notre programme de coopération décentralisée qu'on a développé avec la région de Machache à Madagascar, qui est actif depuis 2006 et nous en sommes au 4e programme de coopération. Donc là, on a commencé un programme en juillet 2021 qui va jusqu'à fin juin 2025. Donc là, on est toujours aussi sur le domaine de l'eau potable et de l'assainissement. Donc, pour revenir un petit peu plus sur le sujet d'aujourd'hui, sur le FONRO. Donc, le FONRO, c'est un dispositif donc, qui a été créé en 2003, donc qui a été un peu précurseur à la loi Oudin, qui a été créé dans le cadre du contrat d'affermage qu'on avait avec Veolia à l'époque, enfin, même c'était la Compagnie Générale des Eaux. Et puis, en 2007, il y a eu l'Agence de l'eau qui s'est manifestée, qui a souhaité intégrer ce dispositif. Puis, donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est 3 partenaires au niveau du FONRO. L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui apporte sa contribution de 400 000 € par an. Eau du Grand Lyon, qui est donc Veolia, mais c'est la société dédiée à la distribution de l'eau à Lyon, qui s'appelle Eau du Grand Lyon, donc il peut prêter confusion avec la métropole de Lyon, mais c'est bien des entités qui sont différentes, qui apportent également 400 000 €, et puis la métropole de Lyon qui apporte ses 400 000, donc c'est un dispositif qui fait 1 200 000 €. Et je vais donc développer un petit peu plus ce qu'on fait avec ce budget. Donc, on finance à peu près une vingtaine de projets par an. On en reçoit entre 25 et 45 dossiers par an.
Comme vous pouvez le voir sur les chiffres que vous avez sur la diapo, donc depuis que le fonds eau est réellement en place, depuis 2004, on a financé 337 projets pour un peu plus de 17 millions d'euros de subventions accordées, ce qui représente un peu plus de 3 millions de bénéficiaires de ces aides. Le fonds eau participe en moyenne à 45% des budgets totaux des projets soutenus. J'ai mis un petit bilan sur l'année 2021, l'année dernière, pour information. Donc, on a financé en 2021 24 projets pour un montant accordé d'1 326 300 €. Donc, on est au-delà du budget annuel que je vous ai présenté de 1 200 000 €. C'était un peu exceptionnel. Il y avait un petit peu plus d'argent qui a été accordé l'année dernière, à la fois par l'Agence de l'eau, mais aussi par la métropole de Lyon, et pour pratiquement 320 000 bénéficiaires. La particularité du fonds eau de la métropole de Lyon, c'est que c'est un fonds eau qui est ouvert toute l'année. C'est-à-dire que les associations pouvaient déposer votre dossier, je dirais, au fil de l'eau, puisque l'instruction se fait en continu. Au niveau des critères d'éligibilité, donc ce qui est valable aujourd'hui en 2022, donc pour pouvoir être financé, il faut avant tout que ce soit une association, loi 1901, qui est basée sur le territoire français qui nous sollicite. On ne peut pas financer des associations étrangères. Il faut avoir pour objet la réalisation d'infrastructures d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. On ne peut pas financer non plus des projets où on aurait, comme on appelle ça familièrement, que du soft. Pour nous, il nous faut aussi la réalisation d'infrastructures. Il faut que ce projet constitue vraiment un facteur de développement local, qu'on ait vraiment, que l'accès à l'eau soit vraiment un élément de développement local. Il faut également que votre projet il serve à renforcer la maîtrise d'ouvrage locale, puisqu'on se rend bien compte que c'est souvent une faiblesse dans les pays partenaires, et donc profiter de ces projets-là pour qu'il y ait, que les autorités locales soient à la fois bien impliquées dans les projets, mais aussi bien accompagnées par des formations, des choses comme ça. On demande également que les infrastructures qui sont construites, elles soient propriété publique. On ne peut pas financer des ouvrages pour un bâtiment privé, un forage pour un bâtiment privé ou sur un terrain privé. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut bien veiller quand vous nous déposez des dossiers. On fait juste une exception pour tout ce qui concerne les latrines familiales, où là, on accepte de financer des infrastructures dans le domaine privé. Bien évidemment, il faut être en cohérence avec le contexte national, donc bien être en synergie avec les programmes de développement qui sont menés dans la région en question ou dans le pays où vous voulez faire votre projet. Et il faut nous apporter les garanties d'une gestion pérenne des ouvrages. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les bénéficiaires soient bien impliqués, qu'on ait des formations, de la sensibilisation qui accompagnent le projet, et puis qu'on mette derrière en place une gestion financière et technique des ouvrages. On ne financera pas un projet où l'eau est distribuée gratuitement. C'est important que le service de l'eau soit payant. Aussi, un critère qui est un peu nouveau depuis 2 ans, à la demande de notre élu, c'est que les projets contribuent aussi à l'intégration du genre et du handicap. Donc, on veille aussi sur les derniers dossiers qu'on a reçus à avoir cette notion qui est un peu plus nouvelle. Et quand on fait, par exemple, des latrines, s'assurer qu'on ait un accès handicapé, par exemple, que sur l'intégration du genre, que les femmes soient bien impliquées dans les comités de gestion, qu'il y ait peut-être des formations spécifiques sur des thématiques particulières. Voilà, on est assez sensible à cette nouvelle thématique. Et puis, une des dernières choses, c'est que votre projet doit être situé dans les 24 pays éligibles au fonds eau.
Donc, on a une carte qui vous définit les 24 pays d'intervention. Donc là, vous les avez, ces 24 pays en bleu et en vert. La seule subtilité, en fait, les pays en vert, c'est les pays dans lesquels on a eu des projets en 2021. Mais tous les projets bleus et verts sont des pays éligibles. Et vous avez, je ne vais pas tous vous les citer, mais vous avez la liste sur cette diapositive. Et bien évidemment, vous pourrez par la suite avoir cette présentation qui vous sera distribuée. Donc, vous aurez le détail de tous les pays. On retrouve également dans le tableau les pays sur lesquels on est le plus sollicité depuis 2004. On retrouve en tête Madagascar, le Burkina Faso, le Mali, Togo. Togo remonte, je dirais, en flèche là, ces dernières années. Togo, Bénin, la Guinée aussi, on a de plus en plus de sollicitations sur ces pays-là. Au niveau de nos règles de financement, donc ce qui est valable au jour d'aujourd'hui, c'est que pour tous les projets qui sont inférieurs à 80 000 €, on peut vous aider à hauteur de 80% de votre budget. Pour les projets qui sont entre 80 000 et 200 000 €, là, on pourra vous octroyer une subvention de 50% au maximum du budget. Et concernant les budgets supérieurs à 200 000 €, dans ce cas-là, c'est une subvention de 20% maximum. En effet, le fonds eau, il est plutôt destiné à des petits projets. Il a été créé plutôt dans ce sens-là, en se disant que les grosses ONG pouvaient avoir accès à d'autres guichets de financement. Et la volonté du fonds eau, c'était d'aider plutôt ces associations bénévoles qui ont un peu plus de mal à avoir accès à des financements européens ou autres, qui ont même pas du tout accès à ce type de financement. Donc, on a choisi de privilégier ces associations-là avec ces règles de financement. On n'accorde pas de subvention inférieure à 10 000 € et pas non plus de subvention supérieure à 150 000 €. Les cofinancements sont bien évidemment souhaités avec une participation des bénéficiaires. Alors, cette participation, elle peut être soit financière, soit ça peut être aussi une participation valorisée, c'est-à-dire que les populations participent au projet avec le creusement des tranchées, en apportant des matériaux, des choses comme ça, c'est tout à fait accepté. Concernant notre subvention, quand donc votre projet est accepté, la subvention, elle ne sera jamais versée en une seule fois. Suivant son montant, elle vous sera versée en 2 ou 3 versements, avec à chaque fois la remise d'un rapport, soit si c'est en 2 versements, donc un premier versement qui sera versé dès la signature des conventions et sur remise du rapport final, vous aurez le solde. Si c'est en 3 versements, on vous demandera pour le deuxième versement un rapport intermédiaire technique et financier. Et pour le 3e versement, un rapport final, technique et financier également. La mauvaise nouvelle, et je préfère vous le dire tout de suite, c'est que pour l'année 2022, comme on est un budget, enfin un appel à projet qui est ouvert toute l'année, c'est vrai qu'on n'a pas toujours une vision sur le nombre de dossiers qui arrivent. Et cette année, on était très, très sollicités en fin d'année dernière et en début d'année. Et pour cette année 2022, on n'a plus de budget. Donc, vous ne pourrez pas nous solliciter jusqu'à la fin de l'année. Au niveau des coûts éligibles au fonds eau, donc bien évidemment, sur la réalisation des infrastructures, il n'y a aucun problème. Sur les actions d'accompagnement aussi, concernant à la fois la sensibilisation des populations et aussi les formations, parce que pour nous, c'est vraiment un gage de durabilité des projets. Au niveau, par contre, des coûts de mise en œuvre, là, on a essayé de réduire un peu et on accepte 15% de la demande au fonds eau. Les coûts administratifs, pareil, on a réduit à 5% de la demande au fonds eau.
Et concernant les études préalables, parce que ça, je sais que pour vous, c'est parfois un problème de se faire financer les études préalables, on demande que vous les préfinanciez. Par contre, vous pouvez les inscrire dans votre budget de projet et a posteriori, on peut vous les financer avec un maximum de 10% de la demande au fonds. Et tout ce qui est coûts non éligibles, on ne participe pas sur vos missions des associations de courte durée, c'est-à-dire l'achat de vos billets d'avion, de payer vos per diem sur place, etc., des coûts de restauration, d'hôtel. On ne participe pas sur ces points-là. Concernant la durée des projets, on accepte que le projet dure au maximum 18 mois. C'est-à-dire que si vous vous engagez sur réellement un programme sur lequel vous pensez qui va durer dans le temps sur 2-3 années, on vous demande de scinder et de nous déposer par phase. Donc, soit des phases annuelles, soit des phases de 18 mois. Mais dès l'instant que ça dépasse 18 mois, il faudra phaser le projet. Juste pour vous expliquer un petit peu comment se fait l'instruction des projets chez nous. Donc, même s'il y a 3 partenaires, il y a un guichet unique qui est à la métropole de Lyon. Donc, à la métropole, c'est moi qui m'en occupe. Vous m'envoyez votre projet. Donc, une petite précision pour les gens qui nous sollicitaient depuis longtemps. Maintenant, tout est dématérialisé. Il n'y a plus besoin de nous envoyer de dossier papier. Vous envoyez tout par mail. On a à l'adresse du fonds. Quand on reçoit ces dossiers, donc une fois qu'on a fait la vérification du contenu et d'éligibilité des projets, vos dossiers ils sont analysés par 2 instructeurs. On a une instruction en binôme avec à la fois un agent de la métropole de Lyon et un agent d'Eau du Grand Lyon. Donc, c'est des gens qui sont ingénieurs ou techniciens dans le domaine de l'eau potable ou de l'assainissement qui instruisent votre dossier. Ensuite, une fois que l'analyse est faite, votre dossier passe en comité technique. Donc, dans ce comité technique, vous retrouvez justement tous ces instructeurs qui en font partie. Il y a également Rémi Touron qui est à ma droite, qui fait partie aussi du comité technique. Et puis, on a également une personne du PSO qui participe aussi au comité technique. Ensuite, donc, le comité technique donne un avis, mais qui reste consultatif, un avis technique sur le dossier. Et le projet passe ensuite au comité de pilotage. Le comité de pilotage il est présidé par la vice-présidente de la métropole de Lyon en charge des relations internationales et du tourisme, qui est Madame Romain. Et ce comité de pilotage est composé à la fois d'élus de la métropole, de directeurs de Eau du Grand Lyon, du directeur des relations internationales de l'Agence de l'eau. Et c'est ces personnes-là qui vont donner un avis décisionnel sur votre projet. Donc, si le projet est retenu, on passe ensuite en délibération auprès soit de la commission permanente, soit du conseil de la métropole de Lyon. Et c'est qu'ensuite qu'on peut signer les conventions avec vous et vous verser le premier versement. Donc, à titre indicatif, au niveau de la durée de l'instruction, on a constaté que la durée moyenne entre le moment où vous déposez votre dossier et le comité de pilotage où on est en mesure de vous donner l'avis du comité de pilotage, c'est à peu près 4 mois. Ensuite, entre le moment où vous déposez le dossier et le moment où vous touchez la première subvention, là, on est plutôt en moyenne sur 8 mois. Donc tout ce que je vous ai expliqué, c'était valable au jour d'aujourd'hui en 2022. C'est vrai que là, on va traverser une zone un peu d'incertitude pendant quelques mois, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'au niveau de la métropole de Lyon, nous allons passer en régie au niveau de l'eau potable, et ce qui va entraîner pas mal de changements au niveau du fonds eau, puisque notre partenaire Eau du Grand Lyon va être remplacé du coup par la régie de l'eau. Donc, ça va nous contraindre
a changé les membres du comité de pilotage. On va avoir des personnes nouvelles au comité de pilotage. On va sans doute revoir le calendrier aussi des instructions, puisque auparavant, on commençait à instruire les dossiers pour l'année suivante, c'est-à-dire là, 2023. On commençait à les instruire dès septembre de l'année précédente. Donc là, normalement, ça aurait été septembre 2022. Mais comme pour l'instant, je n'ai absolument pas de budget et que le nouveau comité de pilotage ne pourra pas se réunir avant au moins février-mars 2023, nous n'allons pas prendre de nouveaux dossiers sur cette fin d'année. Et comme le comité de pilotage change, les critères d'éligibilité vont certainement aussi être revus, ça va être rediscuté. Non seulement parce qu'on aura des personnes nouvelles, mais on se rend compte aussi, comme cette année, où notre budget, il est au mois de mars-avril, on a déjà plus d'argent parce qu'on est très, très sollicité. On a de plus en plus de grosses associations qui nous sollicitent, que les projets sont également plus gros. Et puis, on a aussi des gens qui nous connaissent bien, qui reviennent chaque année. Et du coup, nos montants de subventions évoluent vraiment à la hausse depuis quelques années. Donc, je pense que ça, c'est tous des critères que le nouveau comité de pilotage reverra. Et donc, je serai en mesure de vous donner les nouvelles règles du Fonds Eau à partir de début 2023. Et si d'ici là, vous pouvez toujours consulter, je vous ai mis en bas de diapositive le site du Grand Lyon, sur lequel vous trouvez toutes les règles, je dirais, du Fonds Eau, avec les critères d'éligibilité que je viens de vous énoncer, mais vous trouvez également tout le dossier à télécharger pour pouvoir déposer un dossier, puisqu'on a des documents types que vous pouvez retrouver à cette adresse-là. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis à votre disposition par la suite pour répondre à vos questions. Merci Karine. Alors, on voit que le chat est assez sollicité, il y a pas mal de questions. Ce que je propose, c'est peut-être on continue avec la présentation du Fonds Eau de Marseille Aix-Provence. Et puis, on note bien dans le chat au fur et à mesure vos questions, donc n'hésitez pas à continuer à les inscrire. On les regroupera peut-être par thématique et on les prendra après l'intervention, les deux dernières interventions et présentations. Je vous laisse la parole. Allez, Laurence. Peut-être vous présenter donc la technique. Bonjour à tout le monde et merci pour votre présence. On a constaté que vous étiez nombreux à avoir répondu présent pour cette journée de présentation et on vous en remercie. Donc Jean-Luc Marion, je suis le chef du service suivi financier des contrats à la métropole Aix-Marseille, en charge notamment du pilotage de l'appel à projet qu'on va présenter. On peut passer à la diapo suivante. Donc, on verra successivement à la fois une historique, mais on va pas s'y attarder puisque Karine vient d'en faire un bref rappel également de son côté. Le financement et les calendriers, donc là vous verrez les particularités entre l'appel à projet de la métropole de Marseille et la différence qu'il y a avec le fonctionnement de Grand Lyon. Le fonctionnement des instances, donc chez nous, de comité technique et de comité de pilotage, la procédure de dépôt et de sélection des dossiers, donc ça c'est ce qui vous concerne directement, les critères d'éligibilité enfin qui permettront de sélectionner et de retenir les dossiers pour lesquels des subventions seront accordées. Et enfin, il y aura à la fois un petit point sur la partie contrôle et évaluation, parce qu'effectivement, la métropole finance ses projets, mais derrière, elle veut bien s'assurer que ces projets sont menés à leur terme, qu'ils correspondent bien aux dossiers qui ont été déposés. Donc, c'est ce travail de contrôle et évaluation qui est réalisé à la fois sur la base des dossiers que vous nous remettez, mais également avec quelquefois des missions sur le terrain pour aller constater donc, ce qui s'est réellement passé et de quelle manière les populations se sont appropriées des ouvrages. Et il y aura un dernier point pour vous faire un petit peu un bilan des appels à projets depuis 2016, puisque contrairement à Lyon, la métropole de Marseille est relativement récente dans le domaine. Voilà, puisque c'est qu'en 2016 où la métropole de Marseille a lancé son premier appel à projet.
Donc, sur l'historique, on ne va pas y revenir, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'après la loi Oudin de 2005 qui a autorisé donc les collectivités à financer et à consacrer jusqu'à 1% de leurs recettes sur des projets de solidarité internationale, la communauté urbaine, donc à l'époque, puisqu'il n'existait pas à la métropole encore, a dès 2010 donc délibéré pour mobiliser 0,5% de ses recettes. Derrière, je dirais, l'étape suivante, je dirais, c'est les nouveaux contrats de DSP qui sont aujourd'hui toujours en cours et qui sont entrés en vigueur en 2014 pour une durée de 15 ans et étaient inscrits dans ces contrats que le délégataire, enfin celui qui serait retenu, verserait à la métropole 0,5% de ses recettes donc, pour financer des actions de solidarité internationale. Et à partir de là, effectivement, l'enveloppe était beaucoup plus importante que ce qu'elle était avant. On était à 150 000 € précédemment, et là, on s'est retrouvé avec 430 000 € d'enveloppe annuelle. Et il y a eu, à partir de 2014, le partenariat qui a été mis en place avec l'agence de l'eau et Rémi Touron, qui est là et qui dira deux mots tout à l'heure, et qui nous a permis de lancer un appel à projet avec un budget, je dirais, du double de notre enveloppe, puisque l'enveloppe consacrée donc, à l'appel à projet est de l'ordre de 800 000 € par an. On peut passer à la décoration assistive suivante. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, un petit point là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, de nombreux contrats de DSP sont également renouvelés à l'échelle métropolitaine et que de manière générale, la métropole inclut dans les nouveaux contrats de DSP qui sont renouvelés le fait que les délégataires qui soient retenus verseront à la métropole un certain pourcentage de leurs recettes, ce qui fait que ça nous permet de mobiliser des fonds qui sont croissants, qui vont crescendo. En matière de financement et de calendrier, donc je le disais tout à l'heure, le délégataire, ce qu'on reçoit des délégataires aujourd'hui, ça s'élève à autour de 490 000 €. L'agence de l'eau met de son côté un montant équivalent, ce qui nous donne une mobilisation d'un peu plus de 900 et pratiquement 1 million d'euros par an. Ensuite, la partie calendrier, on va s'y attarder un petit peu, puisque donc, du coup, on est sur le nouveau calendrier. Il a été modifié cette année, puisqu'on sera sur un lancement au mois de juin, c'est-à-dire dans un mois. Donc, il y a cette première phase de lancement qui se fera d'ici la mi-juin. Les associations, donc, vous aurez jusqu'à fin septembre pour pouvoir déposer vos dossiers. Donc, ça vous laisse la période d'été et ceux qui n'auront pas terminé leur devoir de vacances auront le rattrapage au mois de septembre pour pouvoir déposer leur dossier. Il y aura ensuite la phase d'instruction chez nous qui se déroulera de la période d'octobre à fin décembre. Et ensuite, la réunion d'un comité technique et d'un jury et l'approbation des subventions qui se fera certainement au mois de mars 2023. Voilà, donc tout ça, ça veut dire qu'on est sur un temps qui est relativement long. On est entre 9 mois entre le début du lancement et l'attribution des subventions. Mais il y a chacune des phases et chaque phase a une durée. Vous avez du temps pour aller déposer vos dossiers. Nous avons besoin de temps pour effectivement instruire ces dossiers sérieusement derrière, puisque des binômes sont mis en place pour instruire ces dossiers. Et ensuite, il y a le temps administratif, je dirais, puisque derrière, nous sommes tenus de présenter ces subventions au Conseil métropolitain. Et tout ça fait qu'on est sur un temps qui est relativement long. En termes d'instance, je dirais qu'il y a d'une part le côté unité technique qui se réunit et qui examine l'ensemble des dossiers qui ont été préalablement instruits par des binômes d'instructeurs, composés à la fois d'agents de la métropole chez nous, mais également des délégataires. Donc ces binômes réalisent l'instruction des dossiers, présentent les dossiers qui ont été instruits donc au comité technique et ensuite au jury, et détermine un critère de classement en fonction de ce qu'on verra tout à l'heure en matière d'éligibilité.
Le jury qui, lui, se positionne sur les dossiers qui sont présentés par le comité technique, il est composé à la fois d'élus métropolitains, de représentants de l'administration et de représentants de l'agence de l'eau, puisqu'on est, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, sur un guichet unique. Et c'est ce jury qui va, au final, à la fois définir les critères d'éligibilité, piloter l'appel à projet, va préciser quels sont les pays d'intervention, quels sont nos taux de subvention, mais qui va se prononcer aussi sur les dossiers qui, au final, seront retenus et subventionnés. La procédure de dépôt des dossiers, on est, je dirais, comme à Lyon, on fonctionne de manière dématérialisée. Donc là, vous avez l'adresse du site de la métropole sur lequel vous pouvez récupérer l'ensemble des documents et tous les documents doivent être déposés sur le site de la métropole. Nous avons mis en place des verrous qui évitent que les dossiers soient déposés de manière incomplète, ce qui permet effectivement que lorsque les dossiers sont déposés, nous puissions bénéficier de dossiers complets. J'attire votre attention là-dessus, puisqu'effectivement, derrière, c'est un critère d'éligibilité. Effectivement, du dossier qui pourrait être incomplet pourrait se voir refuser à la fois l'instruction et la subvention. On peut passer sur la diapositive suivante, où vous pouvez visualiser la manière dont se déroule la procédure de sélection des projets. Nous avons d'un côté des porteurs de projets qui déposent de manière numérique leur dossier sur le site de la métropole. La métropole, avec l'agence de l'eau au travers du guichet unique, qui instruit ces dossiers et qui attribue ensuite ces dossiers au binôme d'instructeurs, mais qui, au préalable, vérifie si les dossiers remplissent les critères d'éligibilité. Si les dossiers ont bien été déposés sur des pays sur lesquels la métropole intervient, on ne va pas instruire un dossier pour lequel, dans tous les cas, la métropole n'interviendra pas. De la même manière que Karine l'a rappelé tout à l'heure, on intervient uniquement sur des associations qui sont des associations françaises. Il est arrivé des années où nous avons eu des associations de pays africains, enfin, dans tous les cas d'associations non françaises qui avaient déposé des dossiers. Malheureusement pour elles ne font pas partie des projets que l'on peut retenir. L'analyse et le choix final des projets. Donc, il se déroule en 3 temps. Il y a la phase d'instruction par les binômes d'instructeurs. Donc là, c'est la période d'octobre à décembre que l'on a vu tout à l'heure et visualisée au travers du calendrier. Il y a le comité technique qui se réunit ensuite au cours du premier trimestre de l'année suivante. Et au final, le jury qui intervient pour sélectionner les projets retenus, lesquels seront ensuite présentés au Conseil métropolitain. Vous avez une carte ensuite pour vous permettre, on ne va pas tous les citer, les 45 pays d'intervention de la métropole. On le voit, c'est relativement concentré sur le territoire africain. On ne va pas tous les citer là, mais dans tous les cas, là, vous avez la liste complète sur le site de la métropole, mais dans tous les cas, vous pouvez d'ores et déjà les visualiser au travers de la carte. Un petit mot sur le montant maximum et la répartition de la subvention. Vous l'avez bien compris, la métropole et l'agence de l'eau interviennent à parité. Pour 1 euro mis par la métropole, l'agence de l'eau met 1 euro. Et le montant maximum de la subvention, il est un peu plus élevé. Tout à l'heure, on entendait 150 000 côté Grand Lyon. On est à 200 000 euros côté métropole. Avec un taux de financement qui évolue en fonction du montant du projet, de la même manière qu'à Grand Lyon. On a 2 taux qui peuvent s'appliquer. Un taux fort, je dirais, à 80% pour les projets inférieurs à 50 000 euros et un taux minoré, enfin un peu moins élevé, du moins, à 60% pour tous les projets qui dépassent les 50 000 euros, sachant que le minimum d'un projet qui doit nous être présenté doit être supérieur aux 10 000 euros. Un petit point sur la durée des projets donc, qui sont financés. De la même manière qu'à Grand Lyon, nous finançons des projets que pour l'année
Et si jamais, effectivement, vos projets devaient être sur une durée plus longue, je vous invite à les présenter de manière phasée afin qu'on puisse vous intervenir sur une chanson sur la phase 1 et ensuite on examinera dans un deuxième temps les phases 2 et 3 s'il y a d'autres phases qui doivent être subventionnées. Et vous bénéficiez, lorsque vous êtes retenu, d'une convention d'une durée de 4 ans, ce qui vous laisse à la fois le temps pour aller chercher des cofinancements si vous n'avez pas bouclé votre budget lorsque vous avez déposé le dossier chez nous, et qui vous laisse le temps de réaliser les projets pour lesquels vous avez déposé le dossier. Un petit point sur le budget et les coûts éligibles au travers de notre fonds. De la même manière qu'à Grand Lyon, les études et les activités préalables sont bien évidemment financées dans la limite, dans un maximum de 10% du montant de la subvention qui est accordée. Et ensuite, vous avez une intervention au niveau à la fois des infrastructures, de l'accompagnement, de la mise en œuvre du budget, et j'attire votre attention sur les frais de fonctionnement où nous les plafonnons, nous les subventionnons dans la limite de 5% et nous souhaitons qu'ils ne dépassent pas plus de 20% du montant total du projet qui nous sont présentés. Un petit point sur la grille d'évaluation, donc avec d'une part la détermination de l'éligibilité du projet. On l'a dit tout à l'heure, donc on va s'assurer que celui qui a déposé le dossier soit bien éligible, donc il faut que ce soit une association française et qu'il ait bien la capacité opérationnelle pour y répondre. On va vérifier qu'effectivement les coûts et l'analyse économique qui nous est présentée, on l'a vu tout à l'heure, c'est 60 ou 80%. Si demain on a un projet à plus de 200 000 € de projet et avec un taux de subvention demandé qui dépasse les 60%, bien évidemment, ça va nous questionner. Et normalement, si on applique strictement nos règles, le projet devrait être écarté ou dans tous les cas, la subvention au moins revue à la baisse dans la limite de ce qui a été défini dans nos critères. En ce qui concerne les critères de notation, ce seront les mêmes que ceux qui sont appliqués au niveau de Grand Lyon. Il y a à la fois la pertinence du projet qui est prise en compte, sa cohérence, sa méthodologie de mise en œuvre, la durabilité. On attache une importance relativement importante à la durabilité. Il ne s'agit pas pour une association d'aller créer un réseau, d'aller créer un forage. Il faut que ce forage, que ce réseau puisse durer dans le temps, que les populations sur place puissent se l'approprier et l'utiliser, bien évidemment, c'est l'objectif qui est recherché. Bien évidemment, nous sommes sensibles à l'aspect formation et action de sensibilisation et également aux effets, effectivement, un projet qui aura et qui touchera un maximum de personnes sera effectivement préféré à un projet qui concerne un nombre limité de personnes. Tout ça permet d'attribuer, je dirais, en interne chez nous, une note sur une quarantaine de points, sur 40 points, sachant que par ailleurs, les associations locales, enfin locales, quand je dis locales, ou de la région PACA, ou du territoire de la métropole, bénéficient d'un petit bonus. On privilégie les associations locales à une association extérieure à la collectivité. Et les projets qui bénéficient, qui interviennent à la fois sur l'aspect eau et assainissement, bénéficient d'un coefficient de 1,1. En ce qui concerne le circuit administratif, on va passer à la diapositive suivante encore, voilà. Donc juste à partir du jury, on a deux types de projets, les projets retenus et les projets non retenus. Les projets non retenus, malheureusement, il y aura un courrier qui leur sera adressé. Les associations recevront un courrier donc, en précisant que malheureusement, le dossier n'a pas été retenu. Alors encore une fois, je le dis là, mais je l'ai déjà dit et répété à de multiples reprises, ce n'est pas parce qu'un projet n'est pas retenu que c'est un mauvais projet. On a souvent de très bons projets et pratiquement que de très bons projets. Mais voilà, il y a un concours et voilà, il y a un appel à projet et on retient les dossiers qui nous semblent
les meilleurs en fonction des critères que l'on a mis en place. Hein. Au concours de Polytechnique, au concours de médecine, il n'y a souvent que des bons candidats, mais malheureusement, il faut en retenir qu'un certain nombre et il n'y a pas de place pour tout le monde. Pour les projets retenus, je dirais que derrière le jury, il y a une délibération qui va acter et pour pouvoir permettre à l'administration de pouvoir verser, de signer d'une part cette convention et ensuite attribuer, bien évidemment, la subvention qui aura été accordée. Un petit point sur les modalités de versement au niveau de la métropole. Vous voyez le camembert. Le bleu, c'est 40%, ça représente le premier versement qui intervient dès la notification de la convention. C'est-à-dire que dès que vous avez renvoyé à la métropole votre convention signée et dès qu'elle aura été signée par le représentant de la métropole et qu'elle vous aura été notifiée, cela nous permet de verser ces premiers 40%. Et ensuite, il y a un deuxième versement qui peut intervenir lorsque vous justifiez d'un montant de facture supérieur à 50% du budget. Et le solde, bien évidemment, qui intervient sur la présentation du rapport final et au vu des factures transmises, bien évidemment, et des justificatifs qui sont transmis aussi bien chez nous qu'à l'agence de l'eau. Un petit point sur le contrôle et l'évaluation des projets. On en a parlé en préambule. C'est la métropole subventionne ces projets, mais souhaite qu'au final, les subventions aillent bien et fassent bien l'objet d'une appropriation par les populations locales. Donc, il est important pour nous de se rendre compte de ce qu'il advient de nos subventions. L'ensemble de vos projets et de vos rapports sont analysés donc, par une association, par PSO, que vous connaissez tous, et qui nous fait un bilan des actions que vous avez menées au travers de votre rapport final. Et par ailleurs, la métropole peut missionner PSO pour organiser sur le terrain 3 à 4 missions par an pour se rendre compte de quelle manière les ouvrages ont été réalisés, de quelle manière les populations se sont appropriées les ouvrages et de quelle manière les ouvrages vivent aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont toujours en bon état? Est-ce qu'ils servent comme c'était prévu? Voilà, donc tout ça fait que la métropole donc, a besoin de s'assurer de l'utilisation de ces fonds et PSO nous fait un retour sur l'ensemble des missions qui sont organisées sur le terrain. Il y a par ailleurs une rencontre annuelle qu'organise la métropole. C'est important pour vous de le savoir dès maintenant. Certains sont déjà venus, qui ont été retenus sur des appels à projets précédents, sont déjà venus chez nous pour présenter lors de cette journée les projets qu'ils ont réalisés. C'est l'occasion pour les représentants de la métropole et les associations de présenter chacun leur projet, leur état d'avancement, leurs difficultés, mais également la manière dont ça se déroule sur le terrain. Et enfin, on finira par le bilan des appels à projets donc depuis 2016. Donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui à 5 appels à projets qui ont été lancés depuis 2016. Cela représente 55 projets qui ont été retenus et financés. Cela représente un montant de subventions qui ont été distribuées d'un peu plus de 2,9 millions côté métropole, sachant que l'agence de l'eau a mis le même montant. On se rapproche de 6 millions d'euros de subventions. Et à ce jour, sur les 55 projets qui ont été retenus, 29 projets sont terminés à ce jour. Voilà, donc les actions ont été menées et conduites jusqu'au bout. Voilà pour ce qui est de l'appel à projet de la métropole. Merci encore. Merci beaucoup. Le chat est toujours aussi dynamique. On prendra les questions peut-être regroupées en fonction des thématiques qui sont abordées, notamment les pays éligibles, le type de structure ou de parties de projet qui sont finançables ou pas, la question de valorisation d'éléments budgétaires. Je passe la parole à Rémi Touron de l'agence Rhône Méditerranée Corse. Oui. C'est possible. Si c'est possible, tout va bien. Bonjour à tous.
bienvenue. Alors, l'essentiel, le message que je vais vous passer pour l'agence, il est juste complémentaire à tout ce qui vient de vous être expliqué par Jean-Luc et par Karine. Je crois que l'essentiel a été dit, les mécanismes, le dispositif. Donc, peut-être profiter de la tribune quand même pour quelques piqûres de rappel concernant le fonctionnement de l'agence, les objectifs que l'on poursuit. Alors, les agences de l'eau. Les agences de l'eau, 6 agences de l'eau en France, les organismes de bassin, sous tutelle du ministère de l'Environnement, qui sont en charge d'assurer la qualité des cours d'eau sur ces grands bassins versants et qui vont du coup… Non mais oui, ça va, on peut rester là, Laurence, on peut rester là. Donc 1600 collaborateurs qui vont accompagner les collectivités locales, les industriels, les agriculteurs pour préserver les ressources en eau et garantir le bon état écologique de nos cours d'eau. Donc du coup, derrière ces agences de l'eau, qu'est-ce qui se cache? Vas-y Laurence, s'il te plaît. En fait, un mécanisme de gestion intégré des ressources en eau à l'échelle du bassin. Ça, c'est la première information que je voudrais que vous reteniez de l'intervention sur 3 informations majeures. C'est la première, c'est bien la gestion par bassin qui nous intéresse et c'est bien la gestion intégrée des ressources. Derrière l'agence de l'eau, en fait, il y a le comité de bassin. Le comité de bassin, c'est un parlement de l'eau, c'est un système décentralisé en France où les associations, les collectivités locales, les représentants de l'État se retrouvent et discutent leurs conflits d'usage de l'eau, leurs objectifs, la qualité des cours d'eau, les moyens qu'ils souhaitent consacrer, les moyens qu'ils souhaitent financer pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés dans le cadre d'un schéma directeur et d'aménagement et de gestion des eaux. Ce comité de bassin donc, se réunit périodiquement et il a élu en son sein un conseil d'administration qui assure la vérification des redevances qui sont appliquées sur le territoire, qui décident les aides à l'investissement qui vont être proposées. Les agences de l'eau, en fait, ne font que mettre en application le programme de mesure du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux décidé par le comité de bassin. Donc, premier grand thème important, la gestion intégrée des ressources par le bassin versant. Deuxième sujet d'intervention pour les agences, les mécanismes financiers. Juste, on va faire une petite interruption. Apparemment, il y a un problème de défilement des slides auprès des participants. Ça vient ici, mais ça ne pas bien sur notre… Si tu peux continuer, mais sans slides. En fait, pour vous rappeler qu'il y a ce mécanisme, après ce mécanisme territorial, il y a aussi un mécanisme financier en fonctionnement à l'agence, qui est sur un concept que vous connaissez, qui est le principe pollueur-payeur. Donc, quand on paye une redevance à l'agence de l'eau, que ce soit pour des problèmes de pollution, de prélèvement ou de dérivation, on va abonder le budget qui va être utilisé pour apporter des aides à l'investissement, pour lutter contre cette pollution, préserver les ressources, améliorer les connaissances, et qui va nous amener à pouvoir mobiliser une partie de ce budget pour soutenir des actions de coopération internationale sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Et donc arrive ce troisième thème qui nous intéresse à retenir aujourd'hui, qui est le fonctionnement des aides de l'agence à l'international. Ce fonctionnement, il est mobilisé en fait à travers la loi Oudin, puisqu'en fait cette loi dont on nous a parlé tout à l'heure autorise les collectivités locales à consacrer 1% de leur budget au assainissement et elle intègre les agences de l'eau. Donc si les agences de l'eau interviennent en financement des projets internationaux, c'est à travers cette loi et uniquement à travers cette loi. Donc on ne peut soutenir à travers cette loi que des projets d'accès à l'eau et à l'assainissement. Il y a un décalage de ça marche pas, ils ne sont pas les slides. Parce qu'il faut que tu repasses le partage écran peut-être. Voilà, je continue à parler, mais moi, je vois à peu près ce que je dis. J'espère que je ne vous perds pas trop. Ah oui, vous êtes encore sur la partie facile d'intervention. En fait, les slides ont du mal à se charger, c'est ça? Ah, il n'y a plus rien. Là, il y a plus de questions. Juste pour information, l'ensemble des supports seront mis à disposition dans le compte rendu qui sera en ligne sur les sites internet respectifs de Territoire Solidaire et Rézacor. Donc, nickel. Voilà. C'est bon. Il y a un double écran, c'est ça? Bon, on est à la bonne, on a la bonne diapo.
Alors, donc ce cadre d'intervention internationale, effectivement, on va le répartir en deux volets, hein, qui sont dans la colonne de gauche, tout ce qui touche à nos programmes de coopération décentralisée et de solidarité internationale, et dans la colonne de droite, tout ce qui touche à la coopération institutionnelle. Pour cette première colonne, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous reteniez bien la différence de ce qui se passe entre la coopération décentralisée et la solidarité internationale. Donc, je vous propose de rentrer un peu dans le détail avec le slide suivant, le temps qui arrive. Et bien là, ça a été un peu plus vite, c'est très bien. Dans le cadre de la coopération décentralisée, on est bien dans un projet de collectivité. C'est l'essentiel de l'action que souhaitent soutenir les agences de l'eau. Collectivités territoriales du Nord, collectivités territoriales du Sud, qui mettent en place un programme de coopération décentralisée sur les sujets qui les intéressent, et notamment les sujets de l'eau. L'agence de l'eau, dans ce contexte-là, elle va pouvoir financer le dispositif qui lui est proposé à hauteur de 70% de subvention. La collectivité française qui sollicite l'agence de l'eau directement, elle peut réaliser le projet elle-même. Karine nous l'a dit tout à l'heure, la métropole de Lyon a un programme de coopération décentralisé avec Madagascar. Elle peut aussi faire appel à une association de solidarité internationale, une ONG, qui va travailler en son nom, soit sous forme d'une prestation, et il y aura des facturations, soit sous forme d'opérateur. Et dans ce cas-là, on aura, nous, agence, un outil qu'on appelle la convention de mandat, qui va nous permettre de régler les échanges financiers qui interviendront entre la collectivité et son opérateur. Ça, c'est le dispositif normal des aides agences, et il ne concerne que les collectivités. On a un dispositif secondaire, vous voyez, qui est dans la colonne de droite, solidarité internationale, donc on n'est plus dans la coopération décentralisée, et on va financer des projets déposés par des associations ou des ONG qui se retrouvent du coup au cœur du sujet. Et donc c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Nos appels à projets, nos fonds hauts, ils sont là. Donc ces projets, ils vont être cofinancés. Ils vont être cofinancés par la collectivité qui lance l'appel à projet, et ils vont être cofinancés par l'agence de l'eau qui apporte sa contribution à cet appel à projet. Vous le voyez, dans ce contexte-là, le cofinancement agence atteint 50% de subvention. C'est ce qu'on a décidé dans notre cadre de notre programme d'intervention pour soutenir les associations. Mais c'est une valeur qui est moindre, mais c'est une valeur qui est complémentaire du cofinancement apporté par la collectivité. Donc là, le budget global, il est relativement équivalent à ce que l'on obtient dans le cadre de la coopération directe, voire supérieur selon l'implication de la collectivité, parce que c'est cette addition-là qu'on va rechercher à obtenir. Ce qui m'intéresse à souligner là-dedans, c'est deux choses. La première, c'est qu'en tant qu'association, quand vous êtes bénéficiaire d'une aide au titre d'un appel à projet, comme le Fonds Eau ou l'appel à projet de la métropole Aix-Marseille, l'appel à projet solidaire, vous êtes le titulaire de l'aide. Vous êtes le titulaire de l'aide qui va arriver de la métropole et qui va arriver aussi de l'agence. Donc vous avez des relations en direct avec la métropole et avec l'agence pour la gestion de votre dossier financier. Vous êtes le titulaire de cette aide, ça veut dire que si vous travaillez avec une association secondaire, une association locale par exemple, vous devez mettre en place ce fameux outil de convention de mandat que l'on avait établi pour la relation entre la collectivité et l'association, dans la colonne de gauche. Le deuxième élément que vous devez retenir, c'est que la collectivité, dans ce système de solidarité internationale, et c'est pour ça que je l'ai encerclé d'un cercle jaune, elle est votre interlocuteur. On a parlé de guichet unique tout à l'heure, c'est un peu ce mécanisme-là. L'échange, la discussion, le dépôt du dossier, tout ce que vous avez en relation avec l'outil de financement passe par la collectivité et c'est beaucoup plus simple. Pour nous, c'est un moyen de vous simplifier la vie et de ne pas multiplier vos interlocuteurs. Alors certes, vous aurez des dossiers de financement qui seront gérés d'une part par la collectivité, d'autre part par l'agence de l'eau, mais la collectivité reste votre interlocuteur privilégié. Ça vous simplifiera la vie. Au niveau des interventions, finalement, qu'on soit en coopération directe, en coopération décentralisée ou en solidarité internationale, on va avoir les mêmes objectifs. On va chercher à promouvoir des programmes d'accès à l'eau potable, des projets qui vont être liés à des systèmes d'assainissement. Les deux sont importants, on ne peut pas garantir l'eau potable si on ne met pas de programme d'assainissement. Et puis après, vous allez retrouver les conseils qui vous ont été donnés depuis tout à l'heure. On va financer des investissements, des infrastructures, mais on va surtout financer tout ce qui va toucher à l'accompagnement de ces infrastructures, que ce soit l'éducation des gens qui vont les utiliser,
les maintenanciers qui vont les entretenir, la tarification du service de l'eau. Enfin, voilà, c'est tout un tas de mécanismes que vous connaissez bien aujourd'hui. Pour faire un bilan rapide de ce que les agences ont pu financer sur leur 10e programme, nous sommes aujourd'hui à mi-parcours du 11e programme, donc incessamment sous peu, je pourrais vous proposer des chiffres qui seront peut-être un peu plus récents et qui correspondront aux 3 dernières années. Mais sur la période 2013-2018, c'est plus de 1330 projets qui ont été soutenus dans 60 pays par l'ensemble des agences. Hein. Donc on en est à plus de 140 millions d'euros de projets qui ont été financés par les agences. Donc c'est quand même quelque chose qui commence à être conséquent et qui a vraiment un impact pour l'accès à l'eau et à l'assainissement des populations. On avait évoqué tout à l'heure la branche coopération décentralisée et solidarité internationale. Il y avait une deuxième branche qui était liée à la coopération institutionnelle. Donc, c'est une relation d'État à État, les agences de l'eau représentant la France dans ce contexte-là et faisant la promotion de la gestion de l'eau par bassin versant. Nous sommes, chaque agence, répartie des territoires. Donc, l'agence de l'eau Méditerranée-Corse est plutôt tournée vers la Méditerranée et Madagascar. Vous voyez la tache marron sur la map monde. Alors, ça va très très loin parce que le bassin du Nil est un affluent de la Méditerranée. Donc, il remonte jusqu'en Tanzanie et donc fait presque la connexion avec l'océan Indien. Et on va retrouver les collègues de Seine-Normandie sur l'Afrique subsaharienne, Adour-Garonne en Amérique du Sud, Loire-Bretagne en Indonésie, Rameuse sur le Congo, et puis les collègues d'Artois-Picardie pour la partie Europe de l'Est. Ça vous donne un peu une démarche de notre organisation institutionnelle d'appui à ces pays pour la mise en place d'une gestion intégrée des ressources en eau par bassin. Voilà, et puis quelques éléments que je souhaitais aussi vous apporter en complément pour vous rappeler que les actions que l'on mène, elles se placent bien dans la perspective de l'agenda 2030, des objectifs du développement durable des Nations Unies. On aura un rendez-vous important l'année prochaine, en 2023 à New York, pour faire un peu le bilan mi-parcours de cette action-là. Donc, ces fameux ODD, et en particulier l'ODD 6, accès à l'eau et à l'assainissement. Donc, on parle bien depuis le début de programmes d'eau potable et d'assainissement, mais pas d'utilisation de l'eau à des destinations agricoles. Hein, on est bien là-dedans. Vous dire aussi que le dispositif d'intervention des collectivités et des agences, il est pris en compte dans le cadre de l'aide publique au développement de la France. Donc, il est bien comptabilisé par nos ministères dans les apports que nous apportons vers les pays en cours de développement. Et puis, dernier élément important, faire le lien entre notre action dans le cadre des fonds eau, mais aussi dans le cadre des coopérations décentralisées, avec l'Agence française de développement. On a les agences de l'eau et l'AFD mis en place un accord cadre, un partenariat qui nous permet d'échanger des données et de cofinancer des projets quand le besoin s'en fait sentir. Voilà, on va rentrer dans le jeu des questions-réponses, donc j'en dis pas plus, et les compléments vont arriver au fil de l'eau et au fil de vos interrogations. Merci à vous. Merci beaucoup. Peut-être avant de passer au temps de questions-réponses et laisser le temps aux collègues de compiler l'ensemble des questions sur le chat, on va vous demander quelques conseils que vous pouvez apporter aux associations quand elles déposent un dossier pour financer un projet. On sait qu'un projet, il y a une phase préparatoire et un dépôt du dossier. Il y a la phase de mise en œuvre du projet sur place avec tous les aléas qu'il peut y avoir dans un contexte particulier. Et puis, il y a la troisième partie qui est la restitution de rapport et puis la phase d'évaluation. Si on décompose chacune des étapes, on va commencer peut-être par la première étape qui est quand on dépose un dossier. Vous avez évoqué dans vos présentations un certain nombre de points d'attention sur la pérennisation du projet, sur le lien avec des partenaires, sur un contexte politique. Il y a des questions aussi autour du coût de l'eau. Est-ce que c'est un élément de pérennisation? Je vous laisse la parole peut-être pour... en fonction de tous les dossiers que vous avez pu voir jusqu'à présent, des projets qui ont bien fonctionné, des projets qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait partie des lauréats. Est-ce qu'il y a des points d'attention que vous pouvez partager ici? Alors voilà, là il va y avoir un petit... En préambule, lire bien les critères d'éligibilité. Nous, ça nous fait toujours mal lorsqu'on reçoit au niveau de la métropole un dossier, de se rendre compte que ce dossier, dans tous les cas, ne sera même pas instruit
parce que l'association a déposé un dossier sur un pays sur lequel nous n'intervenons pas. Alors c'est bien de tenter, mais dans tous les cas, si nous avons défini des pays et une zone géographique d'intervention, c'est bien que nous ciblons les projets uniquement sur ces pays-là. Et il n'est pas question d'aller financer un projet qui serait hors de cette zone préalablement définie. Donc, ça nous est arrivé de recevoir des pays hors de nos zones d'intervention. Deuxièmement, les critères d'éligibilité, on en parlait tout à l'heure, l'association doit être française. Ce n'est pas la peine pour une association d'un pays africain, par exemple, de venir déposer chez nous un dossier, puisque dans tous les cas, ce dossier ne sera pas instruit. Voilà, donc ça, je dirais, c'est le préambule de bien lire pour le Grand Nord d'une part, pour Marseille d'autre part, pour l'agence de l'eau lorsqu'elle lance des appels à projets, quels sont les critères d'éligibilité. Ensuite, il y a, je dirais, des pièces administratives que la collectivité attend. Et aujourd'hui, ça a été dit pendant les différentes présentations, on reçoit beaucoup plus de dossiers que ce que l'on recevait préalablement. Dans nos premiers appels à projets, c'était de l'ordre d'une vingtaine de dossiers par an. Aujourd'hui, sur le dernier appel à projet, nous étions à plus de 40. Par contre, le nombre de dossiers qui est retenu chaque année est sensiblement le même. On est entre 10 et 12 dossiers qui sont retenus annuellement. Donc, ce qui veut dire que derrière, on sera de plus en plus intransigeant. Si effectivement il manque une pièce, on risque de ne pas aller la chercher et donc de bien veiller à déposer l'ensemble des pièces qui sont attendues, puisque c'est bien sur l'ensemble de ces pièces-là que l'instruction s'opère. Donc voilà, donc je dirais en préambule cela et je laisserai compléter par Karine et Rémi sur les autres aspects. Moi, je reviendrai sur les compétences des associations. C'est vrai que nous, souvent, on a des associations qui ont déjà fait des projets, mais dans des domaines complètement différents que l'eau et l'assainissement. Et on se rend compte que l'eau et l'assainissement, les projets, ça ne s'improvise pas, et que des associations qui n'y connaissent rien dans le secteur, c'est difficile d'aller déposer un premier projet en eau sans connaissance au préalable. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est que si vous êtes déjà actif sur un lieu donné, vous avez déjà un partenariat que vous travaillez à signer sur d'autres domaines, de tout d'abord trouver une association qui peut vous aider au niveau technique pour vous accompagner sur un premier projet d'eau potable et d'assainissement et de ne pas vous lancer seul dans ce domaine-là. Ça peut être une association française, je ne veux pas faire publicité, mais je sais qu'il y a des associations comme Hydraulique sans frontières, comme Aquassistance, qui viennent de temps en temps aider des associations à monter leurs projets techniques. Je pense que ça peut être une bonne solution pour une petite association qui n'y connaît rien, ou bien aussi aller chercher sur vos partenaires locaux, parce qu'il y a des partenaires locaux qui sont tout à fait compétents en la matière et vous associer avec les partenaires locaux. Et pour continuer dans l'idée de cette association avec des partenaires locaux, je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. On connaît tous le contexte sécuritaire actuel qui est de plus en plus compliqué dans de nombreux pays. Et je pense qu'il est tout à fait indispensable aujourd'hui, quand on mène des projets dans des pays comme le Mali, comme le Burkina ou autres, Niger, etc., d'avoir des partenariats avec des associations locales qui peuvent être là, non seulement pour apporter leurs compétences, mais aussi pour être un relais local pour vous, associations françaises, quand vous avez du mal à vous rendre sur le terrain, ou la possibilité, parce qu'en ce moment on est confronté à ça, vous êtes nombreux à ne plus pouvoir vous rendre sur vos lieux de projet. Donc, il me semble que c'est très, très important au préalable de bien asseoir son partenariat avec d'autres associations, et notamment des associations locales, pour mener à bien vos projets. Si on reprend la question du budget, par exemple, est-ce qu'on peut, une structure, il y a des questions qui arrivent là-dessus, sur structurer un budget, est-ce qu'on peut faire des demandes sur les deux fonds, comment ça s'articule, sachant que l'agence de l'eau est cofinanceur des deux, voilà.
si on dépose aux deux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, voilà, dans la structuration budgétaire, avec aussi la question de valorisation, qu'est-ce qu'on peut valoriser ou pas? Voilà, si vous pouvez donner quelques conseils préalables à cette structuration des budgets. Oui, je veux bien essayer de me lancer là-dedans. Il y a pas mal de niveaux de réponse qui peuvent être apportés à cette première question. Le point le plus important, c'est effectivement de savoir si on peut déjà déposer un dossier dans les 2 appels à projets. Voilà. Alors, une réponse claire, oui. On ne peut pas dire moins que ça. Il y a quand même un paramètre qui est important, et vous l'avez constaté, l'agence de l'eau, elle est présente sur les 2 appels à projets. Donc, ce qui veut dire qu'elle ne va pas financer 2 fois le même projet. Et ça, c'est important de bien s'en rappeler. Donc, quand vous déposez un dossier sur les 2 appels à projets, s'il y a une des métropoles qui accompagne le projet d'un côté, accompagné de l'agence de l'eau, et que la deuxième métropole souhaite dans son appel à projet apporter également ses financements, dans le deuxième cas, dans la deuxième situation, elle apportera ses financements seule. Il n'y aura pas l'appui de l'agence de l'eau en complément. En fait, on ne peut pas faire ça. Ça me permet d'étendre le champ vers l'ensemble du dispositif national, parce que vous avez vu l'organisation des agences de bassin. On a des rencontres fréquentes en interagence, on a des financements qui ont été établis en interagence avec des coûts à respecter maximum, ce qui fait que quand une agence intervient sur un projet, on ne peut pas aller chercher une deuxième agence pour avoir un complément sur cet apport qui a été maximisé par la première. Donc, dans l'ingénierie financière de votre projet, il faut que vous ayez en tête le fait que vous ne pouvez pas solliciter 15 financeurs pour 15 fois la même chose. Ça, c'est ça le truc qui est important. Et que de toute façon, les financeurs échangent entre eux et que décideront lequel d'entre eux va pouvoir intervenir ou pas sur votre projet. Donc ça, c'est vraiment ça qu'il faut que vous reteniez. Donc, pensez à avoir des présentations qui sont homogènes. C'est assez incompréhensible pour nous, et c'est même un critère d'inéligibilité que de voir une association se présenter à Lyon avec un programme à 100 000 €, et puis de voir la même association arriver avec le même programme à Marseille avec elle, c'est que cette fois 200 000 €. On ne comprend pas pourquoi il y a de tels écarts, pourquoi il y a de telles différences, et ça nous met des doutes. Et donc, le résultat de ces décalages de présentation font qu'au final, on n'est nulle part parce qu'on n'aura pas confiance dans la gestion financière que vous nous proposez pour votre dossier. Donc, au-delà de ces conseils-là, il y a quand même besoin de beaucoup de bon sens. Et moi, ce qui m'intéressait à vous rappeler aussi, c'est que, je le disais en présentation tout à l'heure, on a des exigences qui sont assez similaires quand on est en solidarité internationale, quand on est en coopération décentralisée. En fait, dans aucun de ces cas-là, on est là pour soutenir des actions humanitaires. Les dispositifs qu'on a vus émerger il y a 40 ou 50 ans, on allait faire des puits en Afrique, on mettait des logos, on se prenait en photo et on rentrait à la maison, on était tout content d'avoir aidé les petits noirs, excusez-moi d'utiliser des termes aussi crus. C'est plus ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est vraiment d'avoir des réponses qui correspondent aux attentes des populations. Que ces réponses, elles soient durables. Quand on est dans un programme de coopération décentralisée, la collectivité locale, elle apporte son ingénierie publique de l'eau et elle assure la gestion durable de l'équipement par le biais de ses compétences. Quand vous, association, vous présentez un projet dans le cadre d'un des appels à projets en solidarité internationale, si la collectivité vous demande et a des exigences importantes pour la pérennité, la durabilité de votre projet, pour les actions d'accompagnement que vous mettez en place autour des infrastructures, c'est justement pour garantir la durabilité de l'équipement. Donc, nous, on a vraiment besoin d'être sécurisés sur ce point-là. Donc, la présentation du coût des infrastructures, c'est une chose, mais des actions que vous allez mener pour vous assurer que ces infrastructures elles soient fonctionnelles longtemps, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans notre prise en compte et l'analyse financière comme technique de votre dossier. Merci. Des compléments sur ce point-là? Moi, je dirais qu'il y a quelque chose qui manque aussi souvent dans les dossiers qui sont déposés, c'est un état descriptif de l'existant. Souvent, on n'a pas forcément les données de ce qu'il existe sur le village ou la commune sur laquelle le projet va être fait.
Et si de temps en temps on l'a, c'est souvent incomplet. Et souvent on nous dit, ben voilà, il y avait un réseau, mais il ne fonctionne plus. Eh bien, pourquoi il ne fonctionne plus? Enfin, qu'est-ce qui a péché et qu'est-ce qui va faire que dans le nouveau projet que vous allez nous déposer, ceci ne va pas se passer à nouveau de la même façon? Ça, c'est souvent, on est obligé de réinterroger les associations sur ces points-là parce qu'on n'a pas d'explication. On sait qu'il existait quelque chose, ça ne marche plus, mais voilà, on ne sait pas pourquoi et du coup, on refait un réseau, mais on n'a pas les explications et voilà, c'est des points importants à développer, il me semble. Si je peux me permettre. Oui. Rajouter un point sur l'ingénierie financière. En fait, je reviens aussi sur les fondamentaux agence à dire que notre dispositif, il est calé pour aider des collectivités. Et finalement, pas des associations, et que les outils de solidarité internationale comme les fonds, comme l'appel à projets solidaires, c'est des outils qui nous permettent d'apporter des fonds vers les associations. Mais le critère qui nous a amené à prendre cette décision, c'est d'abord la loi et le fait par le besoin de la loi Oudin de faire la promotion des coopérations décentralisées menées par des collectivités locales, ça c'est indéniable, on n'y revient pas dessus. Mais c'est aussi parce que l'agence de l'eau n'est pas du tout adaptée pour traiter directement avec des associations. Financièrement parlant, les fonds, c'est de l'argent public, hein, ça provient de vos factures d'eau que l'on collecte au cours de l'année et qui va être réaffectée sous forme d'aide à l'investissement. Mais ces aides, ce seront des aides que l'on va verser sur service fait. C'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire que vous devez justifier de la réalisation des travaux pour pouvoir obtenir l'aide qui vous a été promise. Alors, on a des systèmes d'acompte intermédiaires qui arrivent, et puis on a surtout, dans le cadre des fonds, l'intérêt d'avoir une addition de bailleurs avec les collectivités qui assurent la gestion du dispositif et qui vous permettent de jongler sur les différentes ressources que vous obtenez sur votre projet pour arriver à le mener à bout. Mais dans tous les cas, vous serez contraint de faire l'avance du projet pour pouvoir justifier la dépense et pour pouvoir obtenir l'aide qui vous a été attribuée. Donc c'est un point qui est important dans l'ingénierie financière de votre projet, il faut vraiment y penser. Merci. Je vais aborder peut-être un dernier sujet sur la préparation du dossier avant le dépôt, avant de passer à la deuxième étape qui est la mise en œuvre. Tout à l'heure, vous évoquiez, Karine, la question d'une infrastructure qui devient un bien public à la fin du projet. Ça s'intègre aussi dans une politique eau du pays dans lequel le projet s'exécute. Est-ce que vous pouvez donner quelques points de repère sur comment l'inscrire dans le dossier et le démontrer, le partenariat avec les autorités locales ou l'inscription dans une politique nationale du pays d'intervention? Oui, en effet, ça nous semble très important, et notamment pour la pérennité du projet, que les dossiers que vous nous présentiez, ils aient été travaillés et, je dirais, validés par les autorités locales des pays. On ne peut pas arriver dans un pays sans avoir la notion de la politique sectorielle de l'eau. Il y a des choses qui existent, il y a des choses à respecter, et on ne peut pas faire un projet en ne respectant pas ses prérogatives. Donc, moi, je vous invite aussi, avant de déposer un dossier, de bien vous mettre en rapport non seulement avec les autorités locales, qui peuvent être les communes, les chefs de village, etc., mais de vous mettre en contact avec les directions de l'eau, le ministère de l'eau, et puis, je dirais, les autorités annexes, puisque souvent, quand on travaille dans le domaine de l'eau, on touche à la santé, on touche à d'autres domaines. Donc, de voir un petit peu tout ça au sens large et d'être vraiment en relation et raccord au contexte sectoriel. Trop souvent, on voit dans les rapports, nous, on vous donne un petit canevas de rapports à rendre, de rapports détaillés. On parle donc du contexte sectoriel et trop souvent, on voit un copier-coller des fiches pays qui sont très bien faites par le PSO, mais les associations se contentent de nous en faire un copier-coller. Ce n'est pas ça qu'on demande. On demande vraiment, même si ce n'est pas à la limite très développé, que ça ne va pas
trop loin, c'est d'avoir les liens que vous avez avec les autorités locales, qui vous avez rencontrés, d'avoir l'accord de la direction régionale de l'eau qui va vous dire ben non, sur ce secteur, on certifie qu'il n'y a pas d'autres projets en cours. Pour éviter les doublons, pour ne pas avoir des associations qui vont travailler sur un projet et puis quand elles vont arriver sur place, ben, le projet sera déjà fait, il y aura eu une autre ONG qui sera arrivée plus vite. Voilà, je pense que encore une fois, bien vous conformer aux autorités locales et puis par rapport aussi on parlait tout à l'heure du paiement du service de l'eau. Là aussi, ce n'est pas à l'association de dicter la façon dont sera fait le paiement du service de l'eau. Il y a des comptes dans tous les pays, la direction régionale de l'eau, les ministères de l'eau ont établi des règles. Le paiement au volume ou le paiement tarifaire, mais il y a des règles qui existent et vous devez vous conformer à ces règles-là. Donc, ça me semble important voilà, de bien vous renseigner sur ces choses-là avant de réaliser votre projet. Le temps file à toute vitesse. Juste peut-être un mot sur, par exemple, je suis une association, je dépose un projet et dans un pays et donc il est financé par l'un de vous. Mais malheureusement, il y a des événements divers et variés qui font que j'ai du mal à mettre en œuvre ce projet. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vais commencer parce qu'on a la particularité à la métropole d'Aix-Marseille, contrairement à certaines autres collectivités, à verser le premier versement dès la signature de la convention. Ça veut dire qu'en gros, l'association bénéficie de la subvention alors même qu'elle n'a pas encore mis le premier coup de pioche. Jusqu'à maintenant, je dirais qu'on est relativement récent, la métropole est relativement récent en matière d'appel à projet, en 2016. On n'a pas eu encore à demander le remboursement de ces sommes-là. Il y a une discussion là, actuellement avec une association bien particulière. Mais si jamais ça devait arriver, bien évidemment, cette subvention qui a été versée, c'est 40% du montant de la subvention qui ont été versées à l'association, il y aurait un titre de recette inverse qui s'exercerait vis-à-vis de l'association et l'association serait tenue de rembourser cette subvention puisqu'effectivement l'objet pour lequel la subvention a été attribuée, il n'a pas été réalisé et donc on est sur des fonds publics, voilà, et donc on veille au respect des fonds publics. Et là, je dirais deux choses. Il y a d'une part ce que je viens de dire par rapport à un projet qui ne serait pas réalisé, puis il y a une question un petit peu annexe et connexe, qui est la question de, quand vous déposez un dossier, vous le déposez sur la base d'un budget projeté, vous imaginez que ça va coûter 100 000 euros. Au final, quelquefois, on dépasse les 100 000 euros qui étaient envisagés, et au final, ça sera 150 000 euros. Et là, si la subvention, on était à un taux de 60%, vous auriez eu 60 000 euros, la subvention restera aux 60 000 euros qui étaient convenus lors du vote de la subvention. Par contre, si jamais vous ne faites que partiellement le projet, il y avait la réalisation de 3 puits et de 20 latrines, et finalement, il n'y a plus qu'un puits qui est réalisé et 10 latrines, effectivement, la subvention sera réduite au prorata, et plutôt que d'avoir les 60 000 euros, vous n'aurez que 60% ou 80% des 62 000 euros en fonction de ce qui aura été réalisé. Voilà ce que je peux dire. Nous, ça nous est déjà arrivé aussi d'avoir des changements dans les projets. Je dirais que si ce n'est pas des changements importants, comme le disait Jean-Luc, par exemple, vous nous annoncez 3 forages et 10 latrines, et qu'en fait, dans un village donné, vous ne pouvez pas faire un forage pour de multiples raisons, ou parce que les études, quand vous avez fait les études préalables, vous vous êtes rendu compte que dans ce village-là, il n'y avait pas possibilité de forer. Si vous nous proposez un autre village, de faire ce forage dans un autre village, en général, c'est des choses qu'on a acceptées puisque vous gardez quand même votre projet avec 3 forages et 10 latrines. Voilà, si on arrive à se mettre d'accord quand c'est des changements mineurs comme ça, ça peut être possible. En effet, par contre, si ça nous est aussi arrivé d'accepter un projet donné, et qu'avant sa réalisation, il y ait
des associations, des autorités locales qui soient opposées finalement au projet, à l'utilisation d'une source, et qu'on soit finalement obligé de partir sur un projet complètement différent, de forage, beaucoup plus cher, etc. Dans ce cas-là, nous, on ne peut pas accepter. Donc, vous êtes obligés, on annule la subvention. Donc, en effet, nous, jusqu'à présent, là, dans ce cas précis, on n'avait pas encore donné le premier versement, mais si c'était le cas, on aurait été amené à émettre un titre de recette, à demander le remboursement. Et on demande à l'association de redéposer un dossier. Quand le changement est vraiment majeur, le dépôt d'un nouveau dossier est essentiel. Donc, l'enjeu du dialogue permanent pour les évolutions aussi, j'imagine. Ouais, moi, je voulais redire un peu tout ça aussi avec l'analyse du dossier qui est faite quand vous nous présentez. Et je pense que plus votre projet il est clair et il est établi sur des bases solides, plus l'analyse elle sera facile et plus on pourra valider le dispositif d'aide qu'on va mobiliser. On sent bien aujourd'hui la différence entre un projet qui est vraiment calé parce qu'on connaît la ressource, on sait exactement où on doit faire le puits, on sait combien d'habitants vont être desservis, de celui qui est à peu près dans un secteur où on croit qu'il y a un nombre d'habitants, où on n'a pas vraiment l'idée de savoir à quelle profondeur on va devoir faire le forage. Il y a un vrai décalage entre ces deux familles de projets et c'est un critère d'analyse qui est extrêmement important pour nous. On a plus de demandes que d'argent disponible, donc on n'hésite pas. De toute façon, dès qu'il y a le moindre doute dans le programme technique que vous nous proposez, à reporter le dossier pour demander à affiner les points et ne pas le financer de manière aveugle. D'où la nécessité d'avoir je sais que c'est souvent un problème de financement pour vous, mais de faire des études préalables avant de déposer les dossiers. Parce que des associations qui arrivent en ayant déjà réalisé des études préalables, donc en ayant un dossier technique qui est déjà bien affiné, je dirais que voilà, elle a 2 fois plus de chances qu'une association qui arrive sans études préalables d'être financée. On demande quand même des dossiers techniques qui sont assez poussés. On refuse beaucoup d'associations à cause de ça, parce que très souvent les parties techniques, on n'a pas d'éléments de dimensionnement, on n'a pas d'études topographiques, on nous propose des forages, mais il n'y a pas d'études qui sont faites pour la localisation des forages, la bonne localisation des forages. On n'a pas de devis. Enfin, toutes ces choses-là sont des éléments qui sont très importants. Et si ces éléments, vous ne les fournissez pas avec votre dossier détaillé, on n'ira pas plus loin et on prendra des fois même pas la peine de vous réinterroger parce que, comme le dit Rémi, on a énormément de demandes. Donc, on ne passera pas du temps à revenir vers vous pour vous redemander ces éléments. Donc, je sais que ça peut coûter cher, des études préalables. C'est compliqué à les préfinancer, mais honnêtement, les chances de réussite de votre projet, elles sont bien plus grandes si vous les faites. Et après, il y a cette possibilité, nous, de vous quelque part, de vous les rembourser quand vous déposez le dossier, puisque aussi bien à Marseille que nous, à Lyon, on peut en supporter le coût au niveau de 10% par rapport à votre demande au fond. En 2 minutes, et avant de reprendre toutes les questions du chat et les questions en direct, 2 conseils sur le reporting financier et technique et les évaluations. La dernière phase du processus, du coup, quand les associations doivent rendre compte de la réalisation de leur projet, est-ce qu'il y a des conseils particuliers à donner? Alors, moi, je commence. Je pense que le solde du dossier, il s'envisage à travers 2 aspects, l'aspect technique, l'aspect financier, tu l'as dit, Isabelle. Sur l'aspect financier, on veut avoir un suivi clair de la comptabilité projet avec la transmission de l'ensemble de l'information de l'ensemble des pièces qui sont disponibles, des tableaux récapitulatifs avec l'engagement de vos comptables et de vos directions d'association. Sur la partie technique, on a besoin d'avoir aussi l'image de ce qui s'est passé sur place. Donc, pensez à des illustrations, des réalisations que vous avez faites, des témoignages, voilà. Et imaginez bien que ça a été dit à plusieurs reprises, mais que les dossiers
font l'objet d'évaluations, donc soit par voie aléatoire et occasionnelle, soit de manière systématique parce qu'on a l'opportunité d'avoir des correspondants pays au PSO, dans les agences, dans les réseaux régionaux multi-acteurs. On a des missions qui sont organisées sur les territoires. Et donc, en connaissant les dossiers que vous avez mis en place, on peut les intégrer dans des circuits d'évaluation. Donc, il y aura potentiellement, et il y a beaucoup de chances que ça arrive, quelqu'un qui viendra un jour voir ce que vous avez fait sur place. On ne peut que l'espérer. Donc, réfléchissez à tous ces éléments-là et présentez des choses le plus intelligemment possible, et il n'y a pas plus de soucis que ça. En fait. Merci, c'est bon. Je vais laisser la parole au chat. Je ne sais pas si vous pouvez regrouper les questions et puis après, on prendra des questions en direct si on a répondu à tout. Je pense qu'on va essayer effectivement de privilégier les questions en direct. Peut-être j'amène une précision. Pas de visibilité en ce qui concerne la métropole de Lyon sur la date du lancement de dispositif en 2023. Pas non plus pour l'instant de précision sur le dossier. Donc on peut déjà passer à d'autres types de questionnements. Une question qu'on n'aborde pas dans ce projet-là, l'irrigation. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent. Qui rapidement donne une réponse, même pour les petites surfaces. On voit bien que ça revient, comme le choix des pays, pourquoi, etc. Bon, alors, en fait, la loi Oudin guide nos pas. Hein, donc, sur les sujets d'irrigation, c'est très clair. Cette loi, elle est dédiée à l'alimentation en eau et au développement de l'assainissement pour les populations. Donc, on n'a pas du tout la possibilité, réglementairement parlant, en utilisant la loi Oudin, d'aller soutenir des programmes d'irrigation. Ce n'est pas la voie pour ça. Ce n'est pas l'eau agricole, ce n'est pas notre rôle. Alors après, on peut faire dans le détail. Hein. S'il s'agit d'utiliser le puits pour arroser 2 pieds de tomates qui sont à côté de la maison familiale, ça ne va pas nous poser vraiment un gros problème. Mais si l'irrigation elle est prévue pour le champ de tomates et qu'à l'occasion, on imagine de temps en temps pouvoir alimenter en eau la population, là, c'est vraiment un autre souci. Le cadre clair, c'est celui de l'ODD numéro 6, hein, accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. Et puis, ça vous donne un dispositif et je pense que c'est assez bien comme ça. Je reprécisais pour ceux qui sont arrivés ultérieurement qu'un enregistrement sera réalisé, qu'il y aura aussi la foire aux questions mise en ligne. Peut-être une autre question sur la nature des projets qui peuvent être financés. Est-ce qu'on peut proposer un projet de formation pour la maintenance des installations de réseau d'eau par pompage solaire? C'est le type de projet éligible. Si, que de la formation. Oui, des formations pour la maintenance des installations de réseau d'eau par pompage solaire, par exemple. C'est ce que je disais au préalable, c'est que si on traite que des questions en guillemets soft, pour moi la formation c'est des questions soft, on ne pourra pas financer seule une formation. Il faut que ce soit couplé à un projet où il y a de l'infrastructure. Je pense que c'est valable aussi bien sur Marseille que sur Lyon. S'il n'y a pas de l'infrastructure, on ne financera pas que de l'accompagnement. Même si ça a toute son utilité, mais voilà, c'est nos règles. Ok. Peut-être que comme il y a une ou deux questions qui sont un petit peu plus précises, je vais laisser tout de suite les personnes, si tu es d'accord Isabelle, de prendre la main et la parole en l'occurrence. Alors, il y avait une question sur le partenariat avec les collectivités ou les consortiums d'acteurs. Et si vous prenez la parole, il faut que vous manifestiez pour pouvoir. Oui, bonjour. Bonjour, Cécile Boré de la Cité de la Solidarité Internationale. Vous n'avez pas précisé en fait dans les organisations potentiellement demandeuses si finalement les associations pouvaient déposer un projet en consortium avec peut-être des entreprises, peut-être déjà des collectivités au stade du dépôt, des bureaux d'études ou autres. Ou est-ce que les associations doivent déposer leur dossier, leur demande de financement seules? Voilà. Je laisse le temps que mes collègues réfléchissent. Je signale, et c'est une information qui était peut-être, Cécile, recherchée à être apportée, mais parmi les différents appels à projets qui existent sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, on a un travail en cours avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui vise ce dispositif en particulier de consortium et que les associations
qui dépose un projet pour l'accès à l'eau et à l'assainissement sur un territoire qui a lui aussi été ciblé, s'appuie sur des savoir-faire qui ont été développés par les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, ça peut être sur le solaire, ça peut être sur le stockage d'eau, ça peut être sur le pompage, ça peut être sur la métrologie, mais en tout cas, il y a l'idée d'un consortium, d'une association de partenaires autour d'un programme. L'élément qui peut être important d'un point de vue financier et administratif à prendre en compte, c'est que le bénéficiaire de l'aide est unique. Et le bénéficiaire de l'aide ne peut pas être un consortium. Donc, il faut que la relation entre la structure qui dépose l'aide auprès du bailleur et les structures qui contribuent réellement au développement du projet sur le terrain soit extrêmement bien calée. Je prendrai un exemple pour que vous en compreniez la difficulté. Si vous établissez en tant qu'association un accord avec une entreprise qui va vous fournir des pompes pour alimenter vos forages, mais que vous êtes dans l'incapacité de justifier le montant lié à ces pompes-là, nous, on ne pourra pas prendre en compte le coût des pompes dans l'assiette sur laquelle on va calculer notre aide, puisque on n'aura pas de prix et on n'aura pas de réponse et on n'aura pas de justificatif au final. Donc, dans le montage, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder avec un vrai intérêt pour que l'ensemble des acteurs du projet soient bien présents, bien identifiés, les montants en jeu soient connus et que ça soit clairement établi. Et encore une fois, il y a des dispositifs de cofinancement en place sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse qui pointent spécifiquement ce type de consortium. Si vous voulez compléter, Jean-Luc. Non, je pense que tu as résumé la situation. On donne une subvention à un acteur, à un porteur de projet, et c'est compliqué pour une collectivité d'aller donner et d'intervenir sur différents acteurs. Après, comme l'a dit Rémi, vous déposez un dossier et nous, on intervient qu'en termes de cofinanceurs et rien ne nous empêche d'aller chercher auprès du fonds de certaines entreprises, auprès d'autres collectivités, des fonds sur lesquels ils sont prêts à aller. Et on n'interviendra qu'à hauteur de 40 ou 50% du montant total du projet. À vous d'aller chercher avec l'acteur identifié la subvention ou l'aide en nature, je ne sais pas si l'aide en nature qui pouvait vous être donnée. Dans tous les cas, effectivement, il faudra bien que ce soit identifié dans le budget prévisionnel, que tous les cofinancements acquis ou qui seront sollicités soient bien mentionnés avec à chaque fois la somme qui sera demandée. Donc, voilà. Et ce qui veut dire aussi que si c'est un projet qui est demandé aux deux fonds, fonds de Marseille et fonds du Grand Lyon, effectivement, il faudra que dans le budget, on apparaisse bien, les deux fonds apparaissent bien comme étant des cofinanceurs et que donc ce soit ce qu'on disait tout à l'heure, que le même projet soit déposé aux deux endroits, à chaque fois les deux cofinanceurs qui soient bien identifiés parce que nous communiquons et nous pouvons nous apercevoir si le montage du projet n'a pas été fait dans les règles de l'art. Il y a la question en fait, que pose aussi Bernard sur le fait que si un projet a déjà été financé et que dans le prolongement du projet, une demande est faite sur un deuxième volet, en l'occurrence là, la formation, mais il y avait un autre intervenant qui avait posé la question de savoir si on pouvait valoriser dans le second projet la partie qui avait déjà été financée ou précédemment réalisée. Est-ce que c'est possible ou pas? Moi, j'ai juste besoin de savoir ce qui se cache derrière le mot valoriser, parce que si c'est de dire on a attaqué un processus sur un territoire, on a déjà créé un forage, et puis là, ce forage, on s'aperçoit que ça serait plus facile de l'avoir par des voies solaires, c'est une forme de valorisation. Mais si le forage il a déjà été financé, on ne peut pas le valoriser financièrement dans le montant du projet, ça c'est sûr. Peut-être la main se lève. Si je peux me permettre, bonjour à tous. Oui, merci de répondre. Non, le projet est déjà réalisé, on va le terminer au mois d'août. Donc on fait l'installation définitive au mois d'août à Madagascar. Monsieur Touron, si vous êtes à Madagascar, vous êtes invité pour la réception, bien entendu.
Et donc, suite à ça, on veut lancer notre programme de formation. On le commence, hein, on va le faire au mois d'août, et on voudrait développer ça. J'ai un partenariat avec l'éducation malgache dédié aux alentours de ces projets, des techniciens, des futurs techniciens, avec des futurs chargés de maintenance, des gens du ministère de l'eau également, qui sont intéressés pour suivre ce genre de formation pour la maintenance de ces installations, qui, je le rappelle, appartiennent au ministère de l'eau. En fait, juste la discussion, elle ne concernera pas tout le monde, alors on la continuera tous les deux si vous voulez bien. Mais je pense que là, on est à un niveau où quand on commence à installer dans le projet des administrations du pays et qu'on est en phase de structuration d'une filière de formation ou d'éléments comme ça, pour moi, ce sont des choses qui reviennent, qui sortent du contexte de la coopération décentralisée et qui arrivent à rentrer dans les échanges institutionnels. Donc, quand je dis qu'on va continuer à en parler tous les deux, c'est parce que l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse représente les agences en termes institutionnels vis-à-vis de Madagascar, et que donc ça peut valoir le coup de voir si, sur la base des travaux que vous avez menés localement, il n'y a pas une filière à développer, quelque chose de particulier à mettre en place. Et donc, c'est un contexte qui sort un peu de la coopération décentralisée au sens où on l'entendait dans la réunion d'aujourd'hui. Parce que concernant les fonds eau, il aurait fallu que vous mettiez dans votre budget initial, quand vous avez fait votre projet, il aurait fallu que vous compreniez ces formations à ce moment-là. Et là, on aurait pu cofinancer ces formations. Mais si vous déposez un projet aujourd'hui, alors que toutes les infrastructures sont faites simplement sur cet accompagnement, on ne peut pas aujourd'hui financer cela. Est-ce que d'autres questions apparaissent? Pas de frustration dans le chat. Je vais remercier donc Carole Chemin de nous avoir rejoints en cours de route. Merci Carole d'avoir laissé de côté ta réunion actuelle pour nous faire une petite visite. Je te laisse te présenter peut-être. On a présenté aussi... Une question arrive. Oui, alors. Estelle Roger, est-il possible de la formuler à l'oral en cas de construction d'un forage sanitaire dans un bâtiment qui va servir d'orphelinat et d'atelier d'insertion professionnelle, faut-il séparer dans le devis le bâtiment du forage et les sanitaires ou pouvez-vous financer l'ensemble? Je pense que peut-être ce genre de questions très très précises, on peut y revenir. C'est des bâtiments publics, on parle de bâtiments publics ou c'est pour une association? Je vais prendre la parole si vous voulez, ce sera peut-être plus simple. En fait, avec notre association, on voudrait financer un bâtiment. Pour l'instant, le terrain est vierge. Donc, il y aurait un forage et puis un bâtiment qui sera un orphelinat et un atelier de couture pour l'insertion professionnelle des femmes. On a les plans, on a les devis, on a tout. Et on se demandait si vous pouviez financer tout ou s'il fallait séparer dans le devis la partie sanitaire, assainissement, cuisine, voilà. Sachant que le projet global, il est à 100 000 €, sans l'accompagnement, la formation. Vraiment la construction du forage et la construction du bâtiment. On ne pourra pas financer la construction du bâtiment, on pourra financer le forage, les aspects, enfin, tout ce qui touche à l'eau et l'assainissement. Encore une fois, le bâtiment, on ne peut pas financer ça. Et après, il faut quand même voir la vocation du forage et surtout du forage, de la distribution d'eau. Est-ce que sa vocation, ça sera privé? À qui va appartenir le bâtiment? Oui, le bâtiment, en fait, c'est une ONG sur place. Ouais, donc on ne pourra pas intervenir, donc il faut que les ouvrages soient publics. D'accord, oui, c'est ce que j'avais compris. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci. Donc, je repasse la parole à Carole Chemin du PSO. Si c'est possible de présenter en 2 mots le PSO, on a dit quelques mots en introduction, Carole, mais voilà, si tu peux compléter. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien là? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, génial.
Oui, donc désolée de ne pas avoir pu assister à l'ensemble de la réunion. Donc moi, c'est Carole, je suis chargée de mission au sein du PSO. Le PSO, c'est un réseau des acteurs de l'eau et de l'assainissement. On a un statut associatif. Alors, notre mission, c'est de favoriser l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les pays en développement. Et pour ça, en fait, on accompagne les membres de notre réseau, qu'ils soient adhérents ou non, dans le montage de leurs projets. Donc, on a 3 missions essentielles qui vont être basées autour de ça. La première va être liée à la production de connaissances, c'est-à-dire qu'on va élaborer des cahiers techniques qui peuvent guider les porteurs de projets dans le montage de leur projet. On l'a fait notamment sur les 18 questions essentielles à se poser quand on veut faire un projet d'eau potable. Ou pour l'assainissement, ça existe aussi. Donc ça va être des réflexions qui vont guider l'élaboration du projet et son montage. On a aussi des missions qui vont consister à former, à faire de l'animation territoriale, souvent avec Resacop ou avec Territoire Solidaire d'ailleurs, en permettant aux acteurs qui veulent se lancer de monter en compétence sur certains domaines. Et puis la troisième activité, peut-être celle qui va vous intéresser le plus, c'est qu'on peut accompagner de manière individuelle les porteurs de projets dans toutes leurs questions, essentiellement leurs questions techniques autour de leur montage de projet. Donc voilà, ça se fait vraiment au cas par cas. Alors, ce qui nous facilite aussi la vie, c'est qu'on a donc des bureaux à Lyon. Donc là, on peut vous rencontrer physiquement. On peut aussi organiser des rencontres par visio. Et il y a autre chose qui peut être intéressant, c'est qu'on a des plateformes pays. Alors, des plateformes pays, c'est à peu près les mêmes missions que celles que je viens de vous citer, sauf que mes collègues sont situés dans plusieurs pays. Au Sénégal, au Liban, à Madagascar, au Burkina Faso, essentiellement. Et donc là, on va avoir une connaissance très très fine du contexte dans lesquels les porteurs de projets veulent se lancer. Et on va avoir à leur disposition aussi un réseau d'acteurs, des actions en cours peut-être qui peuvent leur favoriser des partages d'expériences. Et quand on n'a pas les plateformes pays, on a des référents pays au sein du PSO. Ça veut dire qu'on n'a pas une plateforme physique, on n'a pas un salarié qui vit dans le pays et qui anime une plateforme, mais par contre, cette personne en France va avoir une connaissance très approfondie du pays dans lequel vous souhaitez intervenir. Et ça englobe la majorité des pays dans lesquels vous intervenez. En Afrique francophone, tous les domaines, tous les pays sont couverts. Et ensuite, ça va se faire un peu au cas par cas, mais on a cette plus-value-là. On accompagne tout type d'acteurs. Donc voilà, ça soit des associations, des collectivités territoriales ou des entreprises si elles en émettent le besoin à partir du moment où le projet s'intègre à l'objectif d'accès à l'eau potable et à l'assainissement et qui concerne de la solidarité. Donc voilà, vous me dites si vous avez des questions. Juste un rappel, tous les contacts des RRMA ou des différents intervenants ici seront dans le compte rendu pour faciliter les échanges. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y avait une autre question qui apparaissait. Une association française, réseau de collectivités qui accompagne techniquement dans le montage de projets, dans le suivi, etc. Une collectivité régionale porteuse d'un projet eau avec des partenaires locaux, pourrait-elle répondre à l'appel à projet eau? Donc c'est une question qui m'intéresse parce que j'ai envie de répondre avec une question. Je n'ai pas compris ce que c'était qu'une association d'un réseau de collectivités. Donc je ne sais pas qui a posé la question, mais s'il peut nous préciser quelques éléments, ça me plaît. En fait, c'est Gilbert, c'est ça? En fait, bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, oui. Alors, en fait, je suis chargée de projet au sein de l'Association internationale des régions francophones. Donc, en fait, nous sommes une association, mais qui réunit des collectivités territoriales. Et nous avons un dispositif qui est, comment dire, on l'appelle le service d'appui conseil, où on aide des collectivités porteuses d'un projet à bien le monter avec différents experts. On peut les mettre en relation si nécessaire avec des structures un peu plus expertes de certains sujets. On travaille donc avec différents partenaires. Et donc, c'est dans l'hypothèse où on ait des projets portés sur l'assainissement. Est-ce que ce serait possible d'y répondre, sachant qu'on est une association française, mais que le maître d'œuvre, après, ce sera la collectivité directement. Ouais.
Alors, Parce que c'est pas très clair pour moi. Je suis désolée. Non, ça va. Mais en fait, je comprends le plan sur lequel vous posez la question. Ouais. Pour moi, une association comme l'association des régions francophones internationales, c'est une structure qui est suffisamment en place, suffisamment importante en termes de coordination de collectivités territoriales pour qu'il y ait une relation directe, un échange direct qui se fasse avec l'agence de l'eau, avec une agence de l'eau par exemple, et en fonction des territoires de coopération institutionnelle qu'on avait identifiés tout à l'heure dans la carte que je vous ai présentée, et essayer de voir si on peut structurer quelque chose pour accompagner les collectivités locales françaises dans les outils dont on a besoin localement pour le développement. Je pense que la mécanique, elle est là, elle est vraiment dans une... C'est presque la formation d'une autre forme d'appel à projet. Je pense que vous n'avez pas votre place au sein des appels à projet des fonds dont on vient de parler aujourd'hui, qui sont vraiment des outils qui sont dédiés à des associations qui veulent mettre en place des programmes d'accès à l'eau dans des pays du Sud. Mais il faut vraiment discuter avec des bailleurs, avec l'AFD peut-être, avec nous, agences, pour pouvoir structurer quelque chose et accompagner les collectivités dans ces programmes de structuration. Ça me semblerait important. Ce que j'avais compris dans votre question au départ, c'est que vous vous posiez la question de l'intercommunalité. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas, parce que les associations de collectivités, c'est des régies des eaux, des syndicats intercommunaux, ce sont des structures qui sont éligibles au titre de la loi Oudin et donc qui ont une configuration politique qui leur permet de délibérer et de prendre une décision en faveur de l'accès à l'eau vers un territoire de coopération au sud et qui peuvent solliciter une aide auprès de l'agence de l'eau dont elles dépendent pour obtenir un financement sur un programme d'aide à la coopération locale. Aide à la coopération locale qui, par ailleurs, peut être orientée vers la coopération intercollectivité, c'est-à-dire que la notion de relation de commune individuelle, elle peut aussi, dans le cadre de la coopération, bénéficier de l'interco. À l'échelle, on a un jumelage avec l'agence de bassin de Souss-Massa au Maroc. Sur la vallée de l'Arguenne, on a structuré avec l'association Experts Solidaires une intercommunalité en fait pour mutualiser la maintenance des équipements d'eau potable, pour mutualiser la maintenance des équipements d'assainissement. Donc l'intercommunalité, c'est une réponse qui est une réponse efficace. Si les communes en France, elles arrivent aujourd'hui à cette réponse-là pour mutualisation de leurs moyens pour des économies d'échelle, on peut imaginer que nos partenaires au Sud ils vont avoir les mêmes problèmes et les mêmes avantages à tirer de ces équipements-là. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Il est 15h58, nous ne sommes donc pas en retard. Peut-être s'il n'y a pas d'autres questions. Parfait, il n'y en a pas. Moi, je peux rajouter un point. Ouais. Il y a une question auquel on n'a pas apporté de réponse tout à l'heure qui visait les pays bénéficiaires. Alors après, donc le choix des pays éligibles, alors c'est pas moi qui vais apporter l'explication à ça, mais c'est une décision politique qui a été prise par le jury, le comité de pilotage de l'appel à projet, pour réserver son intervention sur des territoires qui lui conviennent, qui conviennent aux élus tout simplement, qui sont impliqués dans le processus. Je pense que malgré tout, ce qu'on peut garder à l'idée, c'est que la zone intertropicale est quand même un périmètre d'intervention qui est souvent repris, des pays avec des niveaux de richesse et d'équipement qui sont qualifiés par l'OCDE de pays à bas revenus ou à revenus intermédiaires dans la tranche supérieure et inférieure. Les questions qu'on peut être amené à se poser parfois, c'est sur la répartition des richesses dans ces pays, parce qu'on peut être riche en eau sur un territoire, c'est le cas de l'Amérique du Sud par exemple, et puis avoir une très très mauvaise gestion de la ressource et avoir des disparités formidables entre les zones urbaines et les zones rurales. Et ce n'est pas parce qu'un pays peut être considéré comme suffisamment riche pour appartenir à la tranche supérieure des pays à moyen revenu qu'on n'aura pas localement des difficultés dans les villages, c'est le cas du Maroc par exemple, pour trouver de l'eau, alimenter en eau, développer l'assainissement et assurer la gestion durable des ressources. Néanmoins, c'est une décision politique, je regarde Karine et la métropole de Lyon, mais c'est une décision politique de considérer qu'à un moment, compte tenu de la quantité de demandes qui sont produites au Fonds eau, le Maroc n'a plus les critères d'éligibilité et de ne plus financer les projets qui sont proposés dans le Maroc. Mais ce n'est pas parce que la métropole de Lyon et le Fonds eau de la métropole de Lyon prend cette décision que d'autres fonds eau ne vont pas intervenir vers ce territoire-là. Voilà.
Il n'y a pas de main qui se lève. Juste peut-être pour compléter par rapport à ce que vient de dire Rémi là, sur les pays d'intervention, je dirais qu'il y a le critère de revenu de ces pays. On est sur des pays qu'on appelait avant les pays en voie de développement. On va se concentrer, nos fonds, sur les pays qui en ont le plus besoin. On ne va pas aller des populations qui, eux, sont déjà richement dotées, je dirais, de structures, d'infrastructures d'eau ou d'assainissement. On va aller sur ceux qui en ont le plus besoin. Deuxièmement, il y avait une volonté de nos élus d'intervenir sur les pays riverains du bassin méditerranéen, au niveau de la métropole d'Aix-Marseille, parce qu'effectivement, intervenir sur ces pays-là, notamment en matière d'assainissement, c'est permettre de retrouver une mer Méditerranée qui soit avec une eau de qualité. Hein, voilà. Et enfin, je dirais peut-être aussi continuer à intervenir avec des pays avec lesquels la France a toujours eu des liens de manière historique. Dans les années, au début des années 1900, après il y a eu cette phase de décolonisation, mais de manière historique, la France a toujours eu des liens avec l'Afrique. C'est la raison pour laquelle, effectivement, la métropole de Marseille a choisi d'intervenir essentiellement sur les pays dont j'avais présenté la carte tout à l'heure. Merci. Il y avait des questions aussi sur le 1% de la loi Oudin. Je l'ai perdu. Est-ce qu'on utilise vraiment le 1% dans les projets? C'est ça. En résumé, c'est ça. Ça, c'est une question. En fait, s'il n'y avait pas le 1, s'il n'y avait pas la loi Oudin, on ne serait juste pas là. Donc, la question, elle ne se pose pas à savoir si on... Enfin, je ne sais pas comment elle était imaginée, la question, mais la question ne se pose pas parce qu'en fait, le fait que les directions de l'eau de la métropole de Marseille et de la métropole de Lyon aient mobilisé de l'argent sur le soutien de projets d'accès à l'eau et à l'assainissement, c'est parce que la loi du 1%. Si l'agence de l'eau est présente, c'est parce que la loi du 1%, la loi Oudin, le lui permet. Réglementairement, c'est ce qui permet de faire les choses. Donc, du coup, s'il n'y a pas la loi du 1%, il n'y a juste pas de fonds eau, il n'y a pas d'appel à projet, il n'y a pas de soutien de la coopération décentralisée. Et pour compléter, la loi le permet, mais n'impose pas. Voilà. Donc, c'est une faculté qui est laissée aux collectivités d'intervenir dans la limite de 1%. Certaines collectivités font le choix d'intervenir avec des taux inférieurs à 5%. Certaines n'interviennent pas du tout. Voilà, donc c'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Hein. Donc, voilà, c'est des choix propres à chacune des collectivités. Pardon? Voilà, il y a Jean-Michel qui nous pose une question, M. Vola, c'est ça? 1% des recettes sur toutes les agences, 4 points d'interrogation. Combien sont affectés aux projets internationaux en réalité? Alors, la réponse, elle est toute simple. Les agences de l'eau, elles se sont mobilisées autour de cette loi Oudin depuis 2012. C'était à Marseille, lors du Forum mondial de l'eau, du 6e Forum mondial de l'eau. Les présidents des comités de bassin ont pris cet engagement. Avec un 10e programme, on avait comme objectif d'atteindre le 1%, c'est-à-dire de dépenser 1% des recettes de chaque agence. Les recettes des agences, ce n'est pas des recettes, c'est pas tout à fait les mêmes recettes de l'eau que ceux d'une collectivité. Hein, c'est les redevances, pollution, dérivation, prélèvement que j'ai cité tout à l'heure. Pour l'agence de l'eau Méditerranée-Corse, ça représente, c'est un budget, le montant des redevances perçues chaque année sur le bassin, il est de l'ordre de 500 millions d'euros. Donc on a un budget de 5 millions. Et en fait, on a fini le 10e programme en atteignant cet objectif du 1%. Donc aujourd'hui, les agences de l'eau consomment l'intégralité de leur enveloppe 1%. On la consomme d'autant plus vite que pratiquement au mois de juin, l'essentiel des agences de l'eau ont consommé l'enveloppe dont elles disposent pour l'année donnée. Donc on va très très vite à consommer cette enveloppe. Et pour les collectivités, par contre, ça pourrait être beaucoup plus que la réalité de ce qu'elles font. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'apport des collectivités locales sur les actions internationales, il ne représente que 15 à 20% des budgets qu'elles pourraient réellement mobiliser. Donc il y a un véritable effort auprès des collectivités territoriales pour faire comprendre les mécanismes de la loi Oudin, s'accaparer ces mécanismes-là et mettre en place des décisions politiques qui mobilisent cette loi Oudin en allant chercher dans le budget au assainissement de l'argent nécessaire pour soutenir des programmes au assainissement dans des pays en développement. Alors, une petite nuance que je voudrais rajouter quand même, c'est qu'une collectivité locale, elle n'est pas obligatoirement tenue de financer
ces actions de coopération par la loi Oudin. La loi Oudin, la loi du 1%, c'est un raccourci qui lui a été proposé pour aller chercher dans le budget l'assainissement. Mais n'importe quelle collectivité, du fait de la loi de 92, du fait de la loi de 2007, de la loi de 2016, peut aller chercher dans son budget général pour soutenir des programmes de coopération dans des pays du Sud. C'est grâce à ça qu'on soutient des coopérations sur la culture, sur le développement urbain, sur la santé. Donc ces mécanismes-là, ils existent de toute façon. Là, le 1%, la loi du 1%, c'est vraiment un raccourci dans le dispositif. C'est ce que Carole nous a expliqué tout à l'heure. Merci beaucoup. Je pense qu'on a balayé toutes les questions du chat. C'est bon? Oui. Ouais. Pour peut-être conclure, quelques rappels. On reste à votre disposition, Territoire solidaire, Resacop, en partenariat étroit avec le PSO pour des accompagnements sur les projets. N'hésitez pas à nous contacter sur les différents sites internet ou dans les coordonnées qu'on mettra aussi sur le compte rendu. Un compte rendu écrit sera produit et on mettra en ligne aussi l'enregistrement de cette conférence, de cette visio, avec aussi, on va essayer de construire une foire aux questions pour reprendre toutes vos questions du chat et puis celles qu'on a pu soulever. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des petits mails aussi si vous souhaitez qu'il y ait des questions qui soient traitées dans cette foire aux questions. Faut juste nous laisser un peu le temps de mettre tout ça en ligne et puis on enverra un mail à ceux qui sont inscrits à cette visio pour recevoir les liens de restitution. Merci à chacun et chacune de vos interventions. Merci de votre participation nombreuse. Je crois qu'on a dépassé les 50 personnes à un moment donné, 55. Donc voilà, on reste bien entendu à votre disposition. Merci à tous.